désolée, j'ai fait une petite pause. De toute façon, la batterie était vide, il fallait que je recharge. Donc, on continue. Donc, on est toujours sur l'ordonnance de renvoi. On en arrive à Sylvie Peyron, qui apparaissait avoir été en contact avec les protagonistes de l'affaire, les avoir hébergés, leur avoir fourni un certain nombre de moyens matériels. Elle était entendue à son tour le 21 novembre 2012. Elle expliquait connaître Sandrine Gacciadoa pour avoir elle-même été privée de son fils et l'avoir soustrait en partant à l'étranger, puis avait été privée de tout droit sur lui. Alors oui, j'ai entendu son histoire, je ne la connaissais pas. En effet, au bout d'1 minute 30 de vidéo sur la fabuleuse chaîne Agora TV de mes deux, on avait tout de suite compris au bout d'1 minute 30 à quel genre de bonne femme on avait affaire. Elle avait donc témoigné de cette situation dans un livre et elle était par la suite entrée en contact avec des femmes également privées de leur enfant, dont Sandrine Gacciadoa. Elle précisait que ce contact résultait du fait d'amis communs et n'avait été que téléphonique, car Sandrine Gacciadoa était sous contrôle judiciaire et ne pouvait se déplacer. Elle avait en sa possession la vidéo faite par Maillot, qui avait pour but de sensibiliser l'opinion. Elle admettait connaître Christian Maillot et Janet Ziman. Elle affirmait les avoir rencontrés en février 2012 en cherchant un colocataire pour le terrain sur lequel elle vivait en caravane et que c'est alors qu'elle avait appris leurs activités. Elle précisait leur avoir loué une caravane et qu'ils partaient et revenaient. Elle connaissait également Jérémy Lehu, qu'elle qualifiait de Stan Maillot bis, et qu'elle avait véhiculé depuis la gare jusque chez elle pour rejoindre Janet. Elle connaissait également Christophe Borja, qui avait rejoint chez elle Jérémy Lehu et Janet Ziman, et elle l'avait également rencontré avec Jérémy Lehu chez Sylvie. Comment je pourrais l'appeler, celle-ci, Spiruline à la piste de chèvre? On en reparlera plus tard. Elle admettait qu'elle savait que Christian Maillot était recherché et avait un mandat d'arrêt à son encontre, mais estimait qu'il n'avait pas commis réellement d'infraction, comprenant son attitude du fait qu'elle avait vécu la même chose. Alors si j'ai bien compris, en plus, non, vous n'avez rien vécu de similaire à ce que Maillot fait, hormis que vous étiez la mère de l'enfant que vous aviez enlevé. Elle admettait encore avoir néanmoins prêté son camping-car au couple Maillot-Ziman et ajoutait qu'il pouvait l'utiliser quand il voulait s'il n'était pas en panne, comme son ordinateur. Elle précisait qu'ils avaient d'ailleurs son camping-car pour aller en Charente-Maritime voir les enfants Gacciadoa. Elle reconnaissait également avoir prêté son véhicule Peugeot, dans lequel étaient restés les documents à l'entête de sa SARL. Elle admettait qu'elle avait aussi prêté un GPS et une paire de jumelles dont elle avait d'ailleurs demandé la restitution dans le cadre de la procédure, au même titre que son véhicule ou son ordinateur portable. J'ai pas lu pot de confiture, donc pour le père, quand tu parles de prêt de pot de confiture et juste un camping-car, tu réviseras ta copie. Elle précisait que Christian Maillot était en recherche d'équipiers pour l'aider dans ses missions et que pour le rejoindre, il y avait plusieurs puces car il était parano. Elle s'étonnait de ce que le numéro de portable utilisé par Janet lors de son interpellation soit à son nom et soutenait ne pas être au courant et que peut-être ces papiers qu'elle avait perdus avaient été utilisés par Janet pour ouvrir à son insu une ligne à son nom. Sortez les violons. Elle expliquait plus tard lors de son audition du 12 mai 2015 que la puce avait bien été achetée par elle pour contacter son fils, mais que Janet Ziman avait dû la trouver et l'utiliser. Comment ça, Janet est une voleuse? Mais voyons, Madame Peyron, de quel droit vous permettez-vous de cracher ainsi à la gueule de vos amis? Elle était donc entendue en première comparution le 31 mars 2015 et souhaitait garder le silence. Mise en examen, elle sera réentendue le 12 mai 2015. Elle reconnaît donc être la gérante de la SARL, exerçant une activité de vente de sapins de Noël. Elle confirmait les conditions de sa rencontre avec le couple Maillot-Ziman et affirmait qu'il payait un loyer de 50 € par mois. Les crevards. Elle confirmait qu'ils étaient très discrets et que leurs revenus étaient nébuleux. Elle indiquait qu'il considérait que, dans l'affaire Vincent, il ne s'agissait pas d'un enlèvement puisqu'il s'agissait de remettre un enfant à sa mère en dénonçant un acte de pédophilie. On en attend encore les preuves. Elle savait qu'ils allaient au contact de certaines femmes pour les aider dans leur combat. Elle reconnaissait qu'elle savait que Sandrine Gacciadoa avait enlevé ses enfants une première fois, mais affirmait qu'elle ne connaissait pas ses intentions à venir. Tiens, celui-ci, il est pour toi. Elle déclarait juste savoir que le couple Maillot-Ziman devait approcher les enfants de Sandrine. S'agissant de l'aide logistique apportée au groupe et de son rôle d'intermédiaire, elle se déclarait surprise et hébétait l'idée que Stan et Jenna
se soit servi de son téléphone pour contacter Sandrine Gacciadoa, notamment sur la période de l'opération en Charente-Maritime. S'agissant des moyens matériels mis à disposition du couple Maillot-Zillman, elle se déclarait de nature prêteuse. Ça vous embête pas si je vous contacte, j'aurais besoin que vous me prêtiez un truc dans pas longtemps. Je vais passer dans le coin, faire un crochet avant d'aller en Suisse régler mes comptes. Et attribue à son caractère serviable les nombreux contacts entre elle et le couple Maillot-Zillman. Bichette. L'enquête a permis de constater que c'est en connaissance de cause que Sylvie Perron a mis à disposition de Christian Maillot et Janet Zillman les moyens de nature à leur permettre de réaliser leurs activités illicites. Elle était en effet à la fois informée de la situation pénale de Christian Maillot, de sa vie organisée dans la clandestinité et de la poursuite de ses activités illicites avec sa compagne Janet Zillman. Elle les a néanmoins régulièrement accueillis chez elle et leur a fourni les moyens matériels nécessaires à leurs actions, notamment en leur permettant d'utiliser des véhicules à son nom ou celui de sa société. Elle a ainsi mis à disposition le véhicule camping-car, ayant notamment permis la surveillance de la famille. Mais elle a également mis à disposition des puces téléphoniques, des jumelles, un ordinateur portable, puis un autre véhicule lorsque Janet pensait que le camping-car était repéré. Elle apparaît par ailleurs comme en relation régulière avec tous les protagonistes de l'affaire et notamment comme étant manifestement un interlocuteur privilégié de Sandrine et pour lequel elle a servi d'intermédiaire pour éviter les contacts directs entre Sandrine et le couple Maillot. Des vraies méthodes de réseau, hein? Ouh, sacré petit réseau. Il est d'ailleurs révélateur de constater que le 27 août 2012, Janet Zillman adresse à Sylvie un message lui demandant d'aviser Sandrine qu'ils ont fini l'étape 1 et qu'ils sont sur le retour, demande suivie d'un contact entre Sylvie et Sandrine. Cela confirme d'une part le rôle d'intermédiaire de Sylvie Perron et d'autre part que la surveillance et la prise de contact avec la petite fille n'étaient qu'une première étape du plan d'action. Il est de même révélateur que le 23 septembre 2012, lendemain du contrôle du véhicule occupé par Christophe Borja et Christian Maillot et la fuite de ce dernier, il soit retrouvé un contact avec Sandrine, que Sylvie reconnaît avoir contacté à la demande de Janet pour l'informer du contrôle de la veille, expliquant avoir simplement rendu service. C'est un ange, c'est un ange. Il est également révélateur de voir que lors de sa libération, Jérémy Lehu rend compte à Sylvie Perron de la situation, qu'ils échangent sur des éléments de l'enquête et que Sylvie Perron se charge de transmettre cette information à Sylvie Spiruline à la piste de chèvre, amie commune des protagonistes du dossier. Elle fera d'ailleurs l'objet d'un soutien et d'un appel à la mobilisation en sa faveur de la part du couple Maillot-Zillman lors de son interrogatoire, signe d'une communication directe ou indirecte avec ces derniers et de ses liens étroits avec eux. Il est donc établi que Sylvie Perron, outre le fait de fournir en toute connaissance de cause des moyens matériels permettant les activités illicites du couple Maillot-Zillman, sert d'intermédiaire entre ces derniers et Sandrine Gacciadoa afin de préserver la clandestinité du groupe et éviter les contacts directs entre eux. On en est là. Elle est belle l'innocence chez vous. Hein. Concernant Christian Maillot, alors il demeurait introuvable pendant toute la période et ne pouvait être interpellé, se révélant toutefois dans la procédure via des courriers ou par le biais d'Internet. L'enquête a permis de mettre en évidence son rôle central dans le dossier. Christian Maillot faisait l'objet d'un mandat d'arrêt suite à sa condamnation à la peine de 1 an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Perpignan en date du 2 avril 2009 pour soustraction d'enfants des mains de la personne chargée de la garde. Il s'était fait connaître sur Internet sous le surnom de Stan Maillot comme organisant un groupe en vue d'une prétendue lutte contre la pédocriminalité. Combien de victimes Maillot a-t-il sauvé? Je vous repose la question. L'un d'entre vous, soutien, amis et compagnie, sera-t-il capable de m'apporter une réponse? Et où est Camille? Voilà. Développant l'idée d'une organisation maçonnique protégée par les services de gendarmerie et de police, ainsi que par la justice. Il y est présenté comme enlevant les enfants présumés victimes de ces réseaux et les plaçant à l'abri de leurs parents. De quels parents, au final, vous voulez les placer à l'abri? On va en parler, hein, on va y venir, vous allez voir. Les gens vont finir par comprendre. La mentalité de Christian Maillot résulte clairement du témoignage de Corinne Gouget, qui déclarait dans son audition que Stan Maillot, à qui elle avait eu l'occasion de parler de ses problèmes concernant la garde de ses enfants confiés au père suspecté d'actes de pédophilie sur eux,
s'était imposé à l'audience JAF et avait par la suite proposé d'enlever les enfants pour les soustraire à leur père, qu'elle avait dû l'en dissuader car elle trouvait l'idée grotesque. On se souviendra tous du passage de Maillot chez Tepa en 2014-2015, là, quand il est soi-disant revenu de sa fausse disparition, et de ses propos sur Corinne Gouget. Je vous invite à les réécouter. Vous verrez comment il traite les gens qui n'ont pas voulu marcher dans son délire, puisqu'en l'occurrence, c'est le cas de Corinne Gouget. D'accord ? Elle décrit Christian Maillot comme manipulateur, non fiable et ayant profité de son logement, duquel elle a dû finir par le mettre à la porte. Elle s'était rendue compte que Sandrine Gacciadoa trouvait très bien ce que faisait Stan Maillot et elle déclarait qu'elle l'avait mis en garde en lui indiquant que les mères qu'il prétendait aider finissaient en prison. Elle exprimait l'idée que son avertissement était vain car elle se trouvait déjà sous son emprise et celle de Janet. Là, elle parle de Sandrine. Ce témoignage confirme que c'était bien Christian Maillot qui provoquait les rencontres en allant au contact des mères, se ressentant et se présentant comme des victimes des dénonciations d'abus sexuels envers leurs enfants afin de leur offrir ses services, en recrutant pour ses actions des personnes sensibilisées à la cause des enfants et impressionnées par le personnage, son histoire et la clandestinité de son action. Mais que deviennent les enfants que Maillot a réussi à enlever? Où est Camille? Je vous rappelle les méthodes de certains réseaux, ceux qu'on vous rabâche à longueur de temps. Faites bien le parallèle si vous en êtes capable, mais j'ai des doutes sur vos capacités. Jérémy Lehu a d'ailleurs déclaré que Stan Maillot voulait tomber sur une affaire pour les relancer du fait qu'il n'avait rien fait de concret depuis quelques années. Bah ouais, il fallait peut-être de nouveaux enfants pour le réseau. Il apparaît donc que Christian Maillot avait besoin d'actes d'éclat pour maintenir sa légitimité et sans doute également ses moyens d'existence, puisque Janet Ziman a pu préciser qu'il bénéficiait de dons de sympathisants à leur cause pour assurer la cavale de son compagnon. Allez les antipédos, continuez à donner de l'argent à des gens dont vous ne savez pas ce qu'ils font des enfants, au final. Il ressort donc de l'instruction que c'est bien Christian Maillot qui est allé au contact de Sandrine Gacciadoa et que c'est suite à une rencontre avec elle que l'opération visant à la récupération des 3 enfants a été décidée. C'est ainsi que Jérémy Lehu affirme que Sandrine Gacciadoa lui avait dit qu'il fallait qu'elle récupère ses enfants à tout prix et qu'elle lui avait clairement demandé s'il pouvait les récupérer pour elle et qu'elle voulait les récupérer par tous les moyens sauf par la voie juridique parce qu'elle ne marchait pas et qu'il avait alors compris qu'elle voulait les enlever, ses propos étant clairs. Il est donc établi que le projet de Sandrine Gacciadoa privé de tout droit auprès de ses enfants et dans l'impossibilité de les voir était bien de trouver des personnes aptes à les enlever et que telle a été sa demande auprès du couple Maillot-Ziman. L'état d'esprit président à l'action de l'association informelle dirigée par Christian Maillot à l'époque des faits a par ailleurs été parfaitement rappelé par Janet Ziman lors de sa garde à vue puisqu'elle expliquait qu'elle commençait à se rendre compte que l'usage de la violence pouvait être un moyen pour obtenir la vérité et pour faire pression sur la justice. Et qu'une fois une prise de conscience, blablabla. Par ailleurs, la réalité du projet d'enlèvement des enfants résulte des manuscrits du Petit Carnet, dont il faut rappeler qu'il est coécrit par Christian Maillot et Janet Ziman et qui fait expressément référence à une action clandestine offensive dossier Léa. Ça ne s'invente pas, c'est écrit noir sur blanc, je les ai montrés. Faisant état de la récupération des 3 enfants, blablabla, avec les options d'action, kidnapper, séquestrer les adultes ou encore prendre d'assaut la maison pour neutraliser les occupants, les faire avouer, récupérer les enfants et rechercher des preuves, voire de l'argent. Ce qui veut dire qu'on envisage quand même ce type d'action sans preuve, puisqu'on envisage de rechercher des preuves. C'est QFD. D'accord, d'accord. Ces écrits ont été imputés à Christian Maillot par Janet Ziman. Sur ce carnet figure également la planification d'une force opérationnelle comportant 3 équipes. Il résulte de ces carnets que l'enlèvement des enfants de Gacciadoa avait été planifié et organisé. Les faits matériels sont ainsi constitués par les opérations de surveillance mises en place, notamment par Christian Maillot, par le stratagème mis en place afin de contacter la jeune fille, rencontre à laquelle Christian Maillot assistait caché, et le fait que malgré les dires rassurants de la jeune fille, la surveillance ne s'était nullement, s'étant même arrêtée, s'étant même accentuée avec l'intervention de Christophe Borja. Mais on viendra nous dire qu'on avait cru ce qu'elle avait dit quand la jeune fille avait dit qu'elle subissait rien et qu'on avait lâché l'affaire. C'est bien pour ça qu'on appelle du renfort pour continuer la surveillance. Hein. Mais oui. Voilà, il résulte donc à l'évidence que l'enlèvement des enfants Callot avait été préparé et il apparaît que Christian Maillot en est le principal instigateur.
Le casier judiciaire de Christian Maillot porte la trace d'une condamnation pour abus de biens sociaux. Il a par ailleurs été condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Perpignan en date du 2 avril 2009 pour soustraction d'enfants des mains de la personne chargée de la garde. Les faits d'association de malfaiteurs se définissant nanana, il résulte donc de l'information des éléments qu'il y a tout lieu de renvoyer Sandrine Gacciadoa, Christian Maillot, Janet Ziman, Jérémy Lehu, Christophe Borja et Sylvie Perron devant le tribunal correctionnel. Voilà, là c'est l'ordonnance de renvoi, c'est l'enquête a dit que, voilà ce que chacun, le rôle de chacun, je le rappelle, je ne l'ai pas inventé, ordonnance de renvoi. Voilà. Alors, on en arrive donc ensuite à la décision qui sera rendue le 30 août 2018, le jugement correctionnel, jugement, alors je ne vais pas vous le relire puisque ça reprend en gros l'ordonnance de renvoi, ce qu'on reproche à chacun. Je rappelle juste au passage que les parties civiles sont, non pas comme le dit Maillot dans une vidéo, je crois qu'il a fait juste avant, où on voit Janet qui lui demande ce qu'il a à dire pour sa défense, et que celui-ci, fier comme Artaban, annonce qu'il n'a rien à dire, parce qu'il n'a aucune raison de se justifier face à des pourris qui vont le juger, et qu'il estime être bon pour la guillotine, parce qu'ils en veulent à sa peau. Je rappelle juste que dans ce procès, les seules parties civiles, c'est-à-dire les seuls adversaires que Maillot a en face de lui, ce sont les enfants Gacciadoa. Une est majeure à ce moment-là, les deux autres sont encore mineurs et donc représentés par leur père. Donc je ne trouve pas de juge corrompu face à Maillot pour lui reprocher ses exactions. En l'occurrence, là on est sur un jugement où ce sont les 3 enfants pour lesquels il organisait un enlèvement, qui sont en face de lui et qui lui demandent des comptes. Donc son numéro planqué au Venezuela, il était bien drôle, mais quand on voit comment il se comporte maintenant, ça devient encore plus drôle, personnellement. Donc je vais vous épargner tout l'historique, voilà, parce qu'on reprend tout, blabla, la comparu, gna gna gna, patati patata. Ce qui est intéressant, c'est de voir les condamnations qui sont tombées. Voilà, le tribunal, donc là je m'arrête par ses motifs, puisqu'en général c'est la seule partie finale d'un jugement qui est intéressante, puis sinon ça va faire encore durer la vidéo. Donc le tribunal statuant publiquement en premier ressort, contradictoirement à l'égard d'eux et donc Alien, sur l'action publique déclare Sandrine Gacciadoa coupable des faits qui lui sont reprochés, la condamne à un emprisonnement délictuel de 2 ans, avec sursis, dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du Code pénal. Fixe le délai d'épreuve à 3 ans, ordonne l'exécution provisoire, dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes. Donc c'est du basique, répondre aux convocations, recevoir le travailleur social. Bon, pour ceux qui savent ce qu'est un sursis, on ne va pas épiloguer là-dessus. Je vous rappelle que c'est aussi pour cette comparution que Sandrine Gacciadoa nous a fait une magnifique vidéo nous informant qu'elle avait envoyé un courrier le 17 août au tribunal en les invitant à accepter son délire d'être souverain, et que n'ayant pas reçu de réponse à son invitation, elle déclinait leur invitation, signe d'une énorme santé mentale en parfait état, dirons-nous. Voilà, donc interdiction aussi de fréquenter les uns les autres. Normal, quoi, ils ont interdiction d'avoir des contacts, mais ça je reste persuadée qu'ils en ont toujours. Déclare Christian Maillot coupable des faits qui lui sont reprochés, condamne Maillot Christian à un emprisonnement délictuel de 5 ans, décerne mandat d'arrêt à l'encontre de Maillot Christian, puisque je rappelle que Maillot Christian, il est toujours planqué au Venezuela. Relaxe Jérémy Lehu des fins de la poursuite, déclare Janet Ziman coupable des faits qui lui sont reprochés, condamne Janet Ziman à un emprisonnement délictuel de 3 ans, dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par les articles déclare Borja Christophe coupable des faits qui lui sont reprochés. Lui aussi a pris une peine de 2 ans de prison avec sursis. Voilà. Et a déclaré Sylvie Perron coupable des faits qui lui sont reprochés.
Donc elle a eu 300 jours amende d'un montant unitaire de 50 €, donc 300 x 50, 3 x 5, 15, 1500 €. À l'issue de l'audience, le président avis Sylvie Perron que si elle s'acquitte, donc ça c'est le truc habituel, vous avez une remise de 20% si vous payez dans l'immédiat. Le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. D'ailleurs, c'est elle qui fera appel du jugement. Et là, dans le cas d'une nouvelle recours, ensuite, à titre de peine complémentaire, ordonne à l'encontre, donc confiscation des scellés, ciao ciao les ordinateurs et tout ça, tu récupéreras rien. Là. Sur l'action civile, ils ont été condamnés à verser solidairement. Alors, donc là, ils prennent tout. Alors, au père des enfants, 5000 €. Alors, sévèrement en partie civile au titre de dommages et intérêts pour les faits commis à son encontre, 1500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Concernant les dommages et intérêts dus aux enfants, 2500 €. 2500 et pour Léa 8000 €. N'hésitez pas à faire les dons, enfin bon, vu les procédures, ça va, si on fait le calcul, c'est un petit peu violent. Donc on en est là, on en est au mois d'août. Alors après, ils contestent en vidéo les jugements, les machins, ils continuent de cracher sur notre pays. Et puis arrive l'été 2019. L'été 2019 et l'interpellation au Venezuela. Ouais, désolé, j'ai tourné les jambes, de notre ami Mayo. Et là, PLS pour Janet, son chéri a été arrêté par Interpol. Bah oui, il y avait un mandat d'arrêt. Et là, c'est marrant parce que Mayo, qui passe son temps à cracher sur le système juridique français, judiciaire, qui n'est fait que de corrompus, de juges francs-maçons, pédosatanistes qui violent des enfants, on se demande encore lesquels, tout comme on se demande encore quels enfants il a vraiment sauvés, ce cher Christian Mayo. Eh ben, disons, il est bien content d'utiliser quand même... comment ça s'appelle? Ah oui, l'article 489 du Code de procédure pénale qui permet d'obtenir d'être rejugé en première instance quand on a été absent de son propre jugement. Absence qui en l'occurrence, bon, moi perso, j'aurais été à la place des juges, j'aurais pas donné suite puisqu'il ne pouvait pas faire croire qu'il n'avait pas connaissance de sa convocation vu qu'il était à la veille de l'audience en train de faire le kéké sur YouTube pour se foutre de l'audience qui l'attendait. Mais bon, il a quand même eu... Oui, le système judiciaire français est peut-être bourré de francs-maçons corrompus, tout ce que vous voulez, mais on sait s'en servir quand on en a besoin. Et en l'occurrence, il a réussi à obtenir d'être rejugé en première instance. Elle n'est pas belle la France quand même, Je suis pas sûre qu'à Madagascar ou au Venezuela, vous auriez eu cette chance, monsieur Mayo. Donc, quoi qu'il en soit, il a été rejugé. Alors je rappelle, arrestation en juillet 2019, extradition, c'est assez long les délais, et oui, ça a été très très long, au point que beaucoup de gens ont douté de cette réelle interpellation, puisqu'on se souvenait tous du coup de 2012 et de la blague du champ de maïs, qui avait laissé des traces. Même si on voyait la Janet dépérir de jour en jour, planquée dans son hôtel au Venezuela, qui demandait que du pognon, parce qu'il fallait emmener du chocolat et des seaux et de la lessive à Mayo en prison, il faisait de l'asthme et tout, et limite il est en train de nous la faire à la Balkany, faut le dire. Et puis l'extradition a eu lieu et il est arrivé le 6 décembre 2019 en France. Donc sa détention n'a commencé que le 6 décembre 2019 parce que je vérifierai ce point, mais je ne suis pas convaincue que la détention pendant la période d'extradition puisse rentrer dans la peine à laquelle on a été condamné au jugement. À vérifier. Là-dessus, j'ai encore un doute et je n'ai pas pris le temps de vérifier l'info parce qu'elle n'est pas essentielle. Donc, il a été rejugé. Il a été rejugé le 31 janvier 2020. Donc, pareil, je vais vous épargner tout ça, puisque de toute façon... on reprend la même chose, les ordonnances de renvoi, ce qui est reproché, on reprend l'ancien jugement, les condamnations. Donc voilà, là on l'a plus en détail pour ceux qui veulent faire des maths. Concernant
La fillette, il y a eu une condamnation solidaire, hein, donc ils sont tous, puisque c'est tous des copains, partagés, surtout avec Sylvie qui est super prêteuse, je suis sûre qu'elle va avancer à tout le monde. Donc pour la jeune fille, il a été question de 8 000 €. Pour chacun des garçons, c'était 2 500 €. Et pour leur père, c'était 5 000 €. Montants qui ont sérieusement été revus à la baisse. Heureusement que le système judiciaire est corrompu, Monsieur Maillot, parce que quand on voit comment ça se passe, on se dit qu'il n'est pas si corrompu que ça. Hein. Bref. Donc on reprend. Toujours est-il que lors de cette condamnation, cette nouvelle révision, eh bien, in fine, on est passé de 5 ans, voilà, par ces motifs, on est passé de 5 ans à 4 ans, d'accord, de prison. Ah ouais, donc il y avait une tentative de demande de liberté, mais ça va être tendu, hein, sans logement, sans travail. Enfin, le travail, on en parlera bientôt. Spiruline à la piste de chèvre. Donc il a pris 4 ans. Les dommages à verser aux enfants ont été, aux victimes, hein, je le rappelle, ont été réduits aussi au passage, puisque on est passé de, je reprends mes petits chiffres, ouais, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les chiffres, c'est intéressant. Voilà, on est donc passé donc pour la jeune fille qui avait obtenu 8 000 €, on est passé à 4 500. Concernant les deux garçons, on est passé à 1 500. Et concernant le papa, on est passé à 1 500. Non, 4 500. 1 500, réparation, 4 500. Donc voilà, 3, je suis pas sur la bonne page. 4 500 plus 1 500 pour le père des enfants. Pour la fille, on est passé de 8 000 à 4 500. Et pour l'un des garçons, on est passé, et pour chacun des garçons, on est passé à 1 500. Voilà comment est rendue la justice, c'est-à-dire qu'on peut être le pire des pourris, narguer les autorités, leur dire que ce sont des pédosatanistes, francs-maçons, corrompus, tout ça, et puis on a quand même des allègements de peine, parce que mine de rien, on joue la ficelle du Code de procédure pénale, article 489, qui permet, alors qu'on était en train de faire le gus et de narguer les autorités du Venezuela, une fois qu'on s'est fait gauler, d'être rejugé en première instance. C'est quand même merveilleux, Monsieur Maillot, reconnaissez-le. Bon, maintenant, vous venez chouiner pour vos dents. Je vais conclure sur un autre point qui m'a énormément fait rigoler. Donc, suite à ça, donc, il y a eu un appel, la décision a été rendue hier, donc on a vu, hein, c'est encore diminué. La prison, c'est 2 ans avec 3 ans de sursis probatoire. Ça, je demande à voir parce que pour l'instant, on n'a toujours pas de logement. Mais bon, je ne me fais pas d'illusions sur le fait qu'il y aura bien un brave pigeon ou un poteau du réseau qui fera en sorte qu'il puisse y avoir une domiciliation ou puis un travail. La spiruline à la piste de chèvre, j'ai entendu parler. Bon, on ne vous dit pas qu'il y a à la piste de chèvre. Par contre, il y a un truc qui m'a énormément perturbée, et là, je vais m'adresser à Maître Dangléan. J'aimerais savoir, quand vous avez pris la décision d'aller au Conseil constitutionnel, c'était quoi l'idée? C'était pour amuser la galerie, ou vous étiez persuadé du bien fondé de votre demande? Non, parce que moi déjà, quand j'ai entendu que vous alliez devant le Conseil constitutionnel, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire dans le Conseil constitutionnel? Qu'est-ce qu'il peut bien faire valoir comme point de droit constitutionnel? Et puis, pour la première fois de ma vie, j'ai regardé, parce que vous passiez à la télé, et j'étais très curieuse, parce que je suis très curieuse de nature, et j'aime bien voir les choses par moi-même. Et là, j'ai pas compris, Maître Dangléan. Enfin, vous vous êtes greffé sur des questions de constitutionnalité, rapport à la détention provisoire au moment de l'épidémie de Covid-19, à compter du 4 février. Donc, quand j'ai entendu les 2 premiers intervenants plaider leur dossier,
Je me disais, mais c'est quoi le rapport avec Christian Maillot, ce héros? Et quand je vous ai entendu plaider, je suis désolée de vous le dire, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que, bon, après, il faut y aller, il faut quand même oser le faire. Mais aller oser plaider euh, une question de constitutionnalité ayant trait à la détention provisoire des individus pendant la période du Covid-19, alors que vous allez plaider pour un client qui, je vous le rappelle, a été condamné le 31 janvier 2020. Donc il n'était plus en détention provisoire. Non, fallait oser la faire. En tout cas, j'ai bien rigolé. Donc du coup, la décision, tout le monde l'a vue, puis elle était sans surprise. Pour moi, c'était prévisible dès que je vous ai entendu parler, dès que j'ai compris. C'était assez rigolo. Donc j'attends de voir vos prochaines tentatives de gagner du temps, de faire valoir des trucs et des machins, parce que je ne doute pas que vous arriverez bien à vos fins et que petit chouchou pourra continuer à aller faire des plans pour kidnapper des enfants. Tout ce que je souhaite, c'est qu'un jour ça arrive à un de ses suiveurs, qu'il tombe sur un maillot. Ouais, je sais, il paraît, c'est pas gentil de souhaiter aux gens des choses mauvaises, mais quand je vois le nombre de cerveaux englués de merde qui suivent ce genre d'individus tout en prétendant vouloir protéger la cause de l'enfance, j'ai envie de gerber. Voilà, purement et simplement. Parce que je me demande comment on peut prétendre vouloir protéger les enfants des pédophiles, tout ça, quand on en a dans nos rangs. Petit clin d'œil à mon fan club et à leur ami Lopez, soi-disant lanceur d'alerte, sur lesquels on a tous démontré sans aucune ambiguïté, les autorités aussi l'ont vu, qu'il avait quand même tourné une vidéo à caractère pédopornographique. Mais j'ai envie de dire, dans ce petit monde de l'anti-pédo, c'est même plus une surprise de trouver des pédophiles. Ça pose des questions sur où sont censés être cachés les enfants. Moi, j'ai entendu des choses à une époque et en fin de compte, tout ce que je découvre sur ces dossiers commence à le confirmer. Donc, on va continuer à creuser, je vais continuer à diffuser, puisqu'au final, une fois les dossiers rassemblés, les liens faits, puisque c'est pas si difficile que ça pour qui est observateur, on en arrive tout de suite à la conclusion qu'il semble évident que le réseau de l'horreur, c'est pas celui que vous dénoncez puisqu'il n'y a aucun nom, mais c'est bien vous. Moi, je le dis clairement, c'est bien vous, les réseaux de l'horreur. Parce qu'il faut quand même oser le faire pour manipuler les gens sur un des sujets les plus émotionnellement prenants, en l'occurrence les abus sur enfants, en racontant ce que vous faites subir aux enfants. Parce qu'au final, celui qui traumatise des gosses en envisageant de les enlever ou en les enlevant, c'est Maillot. Celui qui abuse de gamins, c'est Lopez. Alors, je ne vous parle pas de ses amis qui le protègent et qui, bizarrement, on retrouve la Suisse et la France. Enfin, tout le petit microcosme, il va finir par tomber, par dégager. J'y travaille, ouais, je ne vous lâcherai pas. Je vous lâcherai pas, vous êtes des nuisibles, vous manipulez les esprits fragiles parce qu'au final, vous n'êtes pas en capacité de sortir des dossiers concrets. La preuve, vos résultats, c'est zéro, et ce, quelle que soit l'association. Mon petit Max, je t'oublie pas dans l'affaire, tu vas y avoir droit à ton petit moment de gloire. J'ai tellement de choses à dire, surtout rapport à ton dernier message, là, trou du cul de mes deux. Tu ferais bien d'aller à Porte de la Chapelle, comme te l'a suggéré mon pote, parce qu'en l'occurrence, c'était un pote. Voilà, je lui avais dit que de toute façon, quelle que soit la personne qui intervient sur les réseaux sociaux, il paraît que c'est moi. Alors, on va continuer comme ça, parce que comme ça, vous ne savez pas qui sont les gens qui sont autour de moi. Ça m'arrange bien, puisque comme j'ai l'habitude d'être votre bouc émissaire depuis toutes ces années, je vais continuer. Vous voyez, il ne faut pas se fier à mon physique, j'ai le dollar, je mine de rien. Je vous emmerde bien, j'ai pas fini de vous embêter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, là, concernant le dossier Maillot, j'ai fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, on a vu toutes les pièces. Je préparerai d'autres vidéos, pas tout de suite. J'ai une vie de famille, j'ai des enfants, c'est l'été, c'est les vacances, même si aujourd'hui il fait pas super beau. On a envie de profiter de la plage, parce qu'on a cette chance d'habiter au bord de la mer. On a des choses à faire au jardin, c'est la saison, donc je ne serai jamais très loin, mais je vais peut-être être moins active au niveau des vidéos. Puis il faut aussi que je prépare. Voilà, j'ai en tête de faire, donc je l'ai dit, Wanted Pédo, Ami de Lisa, Lombard, enfin j'ai tout un tas d'individus. La route, je t'oublie pas ma chérie, je t'oublie pas. Lopez, on a fait le tour, on va arrêter d'en parler, c'est bon, si je ne comprenne pas, au moins moi je comprends une chose, c'est qu'ils cautionnent la pédophilie, puisque quand on leur met sous le nez des preuves irréfutables, ils sont pas capables de voir la réalité des choses, donc continuez à nager dans la merde. Moi personnellement, je vous emmerde. Je continuerai à délivrer mon message, qui est d'informer sur tous les agissements de toute cette petite fourmilière. Et puis, allez, je vous dis à ciao ciao dans une prochaine vidéo sur un autre sujet. Bye bye!